C'est l'info, l'invité de la semaine. Jean-Baptiste Marteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique de France 2, vous êtes passé par les rédactions de LCI et de RTL et vous publiez le 18 janvier dernier le Tsunami avec Neila Latrousse aux éditions Plomb. Le Tsunami, chronique secrète d'une année politique pas comme les autres. On parle bien évidemment de l'année 2017 avec à l'intérieur de ce livre beaucoup de scènes que vous ne vouliez pas taire et vous avez donc décidé de les inclure dans ce livre et vous relatez dedans une série de off, des paroles que vous donnent les hommes politiques, micro et caméra coupés. Vous semblez en tout cas avoir été précurseur sur le fait que 2017 allait être une année politique extrêmement chargée puisque votre livre commence dès la primaire de la droite. Oui, c'est vrai que cette année complètement hors norme, nous on l'a vu venir avec cette nouveauté. Cette première, c'était la primaire de la droite et du centre qui a démarré, on va dire, en septembre 2016. Et moi, effectivement, je commence à suivre avec ma consoeur Neila Latrousse, fait de même à BFM. On commence à suivre plusieurs acteurs, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, et on voit déjà que il se passe quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai qu'on a commencé avec Nicolas Sarkozy, on a pas mal d'anecdotes sur lui, et puis en fait tout va s'enchaîner extrêmement vite. En fait, c'était une année complètement folle parce que chaque jour, on pensait qu'on avait vécu la pire journée de la campagne, et non, ça recommençait encore plus fort, avec encore plus de rebondissements le lendemain. Tout ça pendant des mois jusqu'au dénouement le 7 mai dernier. Oui, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous vous attelez à l'écriture d'œuvres consacrées à des événements politiques. On peut noter en 2012 UMP, un univers impitoyable, et puis l'année suivante, un bal tragique à l'UMP. Ce qui change avec celui-ci, justement, c'est la manière dont tout cela s'est présenté. Oui, c'est-à-dire que plus qu'un livre d'analyse, comme on a pu le faire les fois précédentes avec ma consoeur Neila Latrousse, on a voulu faire un livre très pédagogique sur quel est en fait le métier de journaliste politique dans une année aussi incroyable que celle de la présidentielle de 2017. Comment on travaille avec autant de rebondissements, autant d'anecdotes. Et en fait, on a voulu faire un livre peut-être plus à destination des Français, des lecteurs qui ne connaissent pas forcément le dessous des cartes, plus que pour nos confrères politiques qui ont vécu la même année que nous. Donc on a voulu vraiment essayer d'expliquer les choses. Et tous les jours, en fait, on prenait des notes de ce qu'on avait vécu dans la journée. On faisait ça sur un document partagé sur un téléphone portable. Et puis voilà, tous les jours, on collectait des petites phrases, les les faits marquants de cette journée. Et c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois, avant même la fin de la présidentielle, on s'est retrouvé avec tellement d'informations qu'on est retourné voir notre éditeur qui était passé chez Plomb, Thierry Billard, en lui disant voilà Thierry, il faut absolument refaire un livre. Et c'est vraiment un livre plus voilà de témoignages et de récits de ce qui se passe derrière la caméra plutôt que d'analyse à froid. Ouais, alors on peut noter par exemple évidemment l'anecdote autour de François Hollande. Décembre 2016, François Hollande décide de ne pas se représenter et jusqu'au dernier moment, personne ne connaissait le sort que s'est réservé lui-même notre ex-président. Ah oui, complètement. Cette journée, c'est une des journées complètement folles. Moi, j'étais parti à 6 heures du matin dans la Sarthe pour suivre le premier déplacement de campagne de François Fillon, qui venait d'être intronisé candidat de la droite. C'était sur ses terres. Et puis, en plus, il fait une petite déclaration ce jour-là où il nous annonce le retour des privatisations, si jamais il est élu. Donc, évidemment, on avait pensé ouvrir le journal de 20 heures dessus. J'étais en salle de montage, en retour à Paris. Et là, à 19h10, on voit une dépêche venant de l'Élysée nous indiquant que François Hollande va s'exprimer à 20 heures précises en direct de l'Elysée, donc 50 minutes plus tard. J'ouvre la porte de la salle de montage, je tombe nez à nez avec David Pujadas qui présentait le 20 heures. Je lui dis David, tu as vu là, Hollande s'exprime. Et alors que on n'y s'y attendait absolument pas parce qu'on attendait la décision du président de la République sortant la semaine suivante. Et donc, on bouscule tout, on part en édition spéciale, tout le journal qui était prévu part à la poubelle. Et voilà, c'était une nouvelle fois une journée complètement folle à laquelle on ne s'était absolument pas préparé parce que le matin, moi, j'étais parti pour parler de François Fillon et voilà ce qui arrive. Oui, une autre journée folle, c'est celle également où le Canard enchaîné publie au mois de janvier les révélations autour de l'affaire Pénélope Fillon et les emplois fictifs. On ne va pas rappeler ici l'affaire. Et vous écrivez dans votre livre que Aurore Berger, une jupéiste qui venait de rejoindre François Fillon, avait déclaré justement qu'il était vulnérable et que, notamment autour de sa société de conseil, les choses n'étaient pas forcément claires. Quel est le regard que vous portez maintenant, un an pile après le début de cette affaire ?
Cette affaire, elle a été symptomatique de cet échec de la droite pour la présidentielle, parce que non seulement effectivement François Fillon avait caché beaucoup de choses à tous ses proches, y compris ses plus intimes, Patrick Stefanini, sa conseillère en communication également, qui n'était pas au courant de tout ça, du fait qu'elle était salariée de l'Assemblée nationale, de la Revue des Deux Mondes, Pénélope Fillon, et que bon, effectivement, elle n'exerçait a priori pas tout à fait les missions traditionnelles qui correspondaient à cette rémunération. Mais surtout, ça a été extrêmement mal géré parce que ça a été feuilletonné. Vous savez, quand il y a une crise politique, tous les conseillers nous disent il faut tout mettre sur la table, tout expliquer, ne rien cacher, parce que de toute façon, le but c'est que voilà, on en parle un bon coup, après c'est terminé, on passe à autre chose. Et bien là, François Fillon, il fait tout l'inverse. Il commence à avouer une petite chose, et puis 15 jours après, il parle du travail de ses enfants, et puis 15 jours après, on parle d'une autre affaire, du mariage de ses filles, puis après, il y a l'affaire des costumes. Vous voyez tout ça qui va s'accumuler et ça va être absolument ingérable parce que nous, forcément, il nous dit, vous journalistes, vous avez traité ça tous les jours. Ben oui, mais c'est lui qui tous les jours nous apportait un rebondissement, nous apportait une nouvelle déclaration, nous apportait des tentatives ici et là qu'il pouvait avoir dans sa famille de le débrancher, comme on disait, et qui ont tout échoué. Donc nous, on raconte un peu tout ça et comment au final la droite s'est piégée elle-même et a eu le score historiquement bas qu'elle a pu avoir en étant éliminée du premier tour de la présidentielle. Oui, et alors à droite, en tout cas moi personnellement, ce qui m'a surpris, c'est le rôle majeur central qu'occupe Nicolas Sarkozy, malgré donc sa défection à la primaire. Un Nicolas Sarkozy qui est partout et qui finalement eh bien, tient les commandes réellement du parti. Hein. Complètement. Nicolas Sarkozy, il est officiellement battu par la primaire, mais il est toujours là et il va jouer un jeu presque double par moment. Quand, par exemple, il y a effectivement l'espoir pour certains à droite de se dire il faut débrancher François Fillon, il faut qu'un autre candidat nous représente à la présidentielle. Ben, Nicolas Sarkozy, il va tenir des discours complètement inverses, que ce soit François Fillon ou Alain Juppé. Alain Juppé, il va lui dire mais Alain, je suis avec toi évidemment, c'est toi qui dois prendre le flambeau, t'inquiète pas, je vais te soutenir, on va essayer de faire comprendre la réalité à François Fillon. Et quand il voit François Fillon, il lui dit l'inverse. Il lui dit, mais non, François, tu tiens, tu es légitime, tu ne lâches rien et tu seras le candidat jusqu'au bout. Et Nicolas Sarkozy, on a, avec travers plusieurs exemples qu'on raconte, notamment cette fameuse journée du Trocadéro, ce rassemblement où Nicolas Sarkozy va demander à ses deux plus proches, François Baron et Luc Châtel, d'être présents sur la scène derrière François Fillon, ce qui voulait dire Nicolas Sarkozy te soutient. Et ben voilà, il a joué comme ça un jeu un peu double, trouble, diront certains, qui fait que voilà, qui a compliqué encore plus la situation qui était déjà mal partie. Oui, et puis dans cette élection, les médias qui jouent et ont toujours joué un rôle majeur ont été tiraillés de tous les côtés du spectre politique français. Vous en avez été victime, vous, de votre côté, en tant que journaliste et reporter? Oui, parce que effectivement, le jeu de tous les candidats, c'est d'essayer de parfois nous déstabiliser. Bon, il n'y arrive pas toujours, mais surtout de parfois instrumentaliser la presse, se servir effectivement de ces canaux de diffusion pour pouvoir parfois faire des coups politiques. Et Emmanuel Macron l'a fait également. Quand il prépare le débat face à Marine Le Pen, il va comme ça dire en off, hors caméra, à plusieurs journalistes, notamment de BFM, mais pas que, oh, vous savez, moi, Marine Le Pen, faut pas trop qu'elle s'énerve, parce que si je la vois trop agressive lors du débat d'entre-deux tours, eh bien, je n'hésiterai pas à quitter le plateau. L'information va être relayée, notamment sur BFM, et Marine Le Pen va tomber dans le piège en se disant « Ouh là là, mais il est faible, il va quitter le plateau, donc je dois être très agressif dès le début. » Comme ça, Emmanuel Macron quittera le débat d'entre-deux tours. Maintenant, tout ça, c'était un leurre, c'était une tactique d'Emmanuel Macron pour pouvoir piéger son adversaire et qui a plutôt bien réussi. Bon, voilà, ça c'est l'une des nombreuses anecdotes où effectivement, parfois les candidats ont joué aussi avec la presse à leur manière. Oui, et alors justement, pensez-vous, Jean-Baptiste Marteau, que 9 mois après cette élection, l'élection d'Emmanuel Macron, donc au début du mois de mai, on assiste à un renouveau politique, après effectivement les ordonnances signées autour du marché du travail, mais également des affaires, hein, l'affaire Richard Ferrand, le général Pierre de Villiers. Les pratiques de la vie politique sont finalement les mêmes, non ?
Oui, on peut dire effectivement que l'ancien monde, comme dirait Emmanuel Macron, n'est pas tout à fait terminé. Quand on voit l'éviction de Mathieu Gallet par le CSA, qui est clairement, voilà, qui obéit à un ordre de l'Élysée et du ministère de la Culture, bon, bah, on peut se dire que les vieilles méthodes n'ont effectivement pas changé. Mais vous savez, la recomposition politique, le bouleversement qu'il y a eu après cette campagne, après ce tsunami, comme on l'appelle, il n'est pas encore tout à fait terminé. Et la vraie recomposition politique, elle sera achevée, à mon avis, à l'issue de l'élection européenne de 2019. Une fois que les trois blocs se seront peut-être stabilisés, savoir qui, au final, à droite, eh bien, va rejoindre le camp des pro-européens, dirigés par Emmanuel Macron. Comment cette liste va aller autour de lui? Est-ce qu'Alain Juppé, des gens comme Valérie Pécresse vont finir par rejoindre ce gros bloc européen, et qui va rejoindre un rôle plus eurosceptique autour de Laurent Wauquiez, mais également de tout un tas de personnalités comme Nicolas Dupont-Aignan et autres. Toute cette recomposition, et à gauche c'est exactement le même problème, elle n'est pas terminée. Et elle va encore durer plusieurs mois, à mon avis, jusqu'aux européennes. Oui, alors justement, les hommes politiques, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre livre? Vous avez reçu des appels? Oh oui, beaucoup. Beaucoup, d'à peu près tout le monde qui est cité dans le livre. Bon, certains parfois n'aiment pas trop voir telle ou telle anecdote racontée, mais globalement, ils ont tous reconnu que c'était un ouvrage qui était assez complet et qui reflétait assez bien ce qui s'était passé. J'ai même eu une petite discussion avec Nicolas Sarkozy, qui voilà me disait, oh, quand même, vous étiez pas obligé de raconter ça, et puis au final, trouvant que bon, bah, l'ensemble était plutôt agréable à lire, en tout cas ce qu'il a lu, je ne sais pas. Voilà, bon, Marine Le Pen l'a un petit peu moins bien pris, mais écoutez, ça lui passera. Parce qu'au C'est final, aussi. tout ce qui vient quand même de l'intérieur de ses équipes, d'elle-même souvent. Et voilà, elle ne conteste pas le fond du livre après. Là. Eh bien, Évidemment, oui, elle c'est aurait ça. préféré que ça sorte pas. On sait que les hommes politiques aiment tout de même se jouer justement au jeu des off avec vous, les journalistes politiques. Oui, bien sûr. Après, parfois, ça leur sert quand ils essaient de déstabiliser les adversaires, comme c'est le cas, je vous redisais tout à l'heure avec Emmanuel Macron. Bon, bah parfois, ça aussi, ça les dessert sur certains éléments. Bon, bah voilà, hein, c'est le jeu auquel il se prête. Quand on parle à un journaliste, on sait bien que ce n'est pas son ami. Ce n'est pas voilà, quelqu'un à qui on dit une anecdote comme ça par hasard. C'est forcément avec un but. Bon, bah faut pas s'étonner qu'elle ressorte derrière. Et bien voilà, en tout cas, je vous invite vivement à lire ce livre pour en savoir plus, le tsunami que vous coécrivez avec Naïla Latrousse aux éditions Plomb. Merci beaucoup Jean-Baptiste Merci à Marteau vous. d'avoir répondu à nos questions.